Bonjour, bienvenue sur Frématé. Les professionnels des médias violent en permanence la déontologie. Guy Constant Oumi, président de l'ODEM, a donné de la voix. Et puis sur les réseaux sociaux, excusez de peu, c'est du vrai n'importe quoi au Bénin, une poubelle virtuelle qu'on a du mal à réglementer. Il faut croire que le développement ne fait pas que du bien. Nous ferons le débat sur ces sujets-là dans un instant. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadé Diwan, chers amis internautes, bonjour. À la une des quotidiens parus ce jour, nous avons également encore les décisions issues du dernier conclave gouvernemental. Nous avons le Bénin à l'aide des rumeurs de l'intoxication politique et nous avons également la visite de chantier effectuée par le président Patrice Talon hier. Dans les sports, l'Arios Adjak Beno nous donnera dans un instant l'agenda du week-end avec l'Assemblée générale élective à la Fédération béninoise de tennis de table, le judoka international béninois Celtus Dossou qui participe à l'Open de Paris en Autriche. Nous reviendrons donc sur ces actualités sportives dans un instant. Le bulletin matinal d'information, une présentation de Carles Kittomé. Bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour fidèles de Zawe TV. Nous sommes le 16 février, 47e jour de l'année 2018. La demande de levée d'immunité de certains députés par la justice béninoise et la conférence de presse donnée hier par le président vénézuélien Nicolas Maduro à Caracas tiennent le rôle du pavé de l'actualité de ce matin. Bienvenue, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission. Voici la une des quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national ce jour. Une présentation de Kader Achirou. Chers amis internautes, à nouveau, bonjour. Nous démarrons par le quotidien d'Abaro qui affiche ce jour en manchette. Suite aux dérives de la presse béninoise, l'ODEM tire la sonnette d'alarme. Actu Express, 2 ans après la victoire de la coalition de la rupture, qui de 65% des électeurs, des exilés, des emprisonnés, des terrorisés et des soumis. Toujours avec Actu Express en deuxième titre à la une. Politicien sur Africa 24, un véritable naufrage en direct pour les représentants de Patrice Talon. Le Béninois libéré, le Bénin à l'air des rumeurs et de l'intoxication politique. Une intox fait dérailler Valentin Djenonté, le Télégramme. Culte de clôture du synode général de l'église protestante méthodiste du Bénin. Talon honore le PMB le 25 février prochain. Création du Fonds des arts et de la culture. La solution idéale pour assurer aux artistes un plein épanouissement. Titre le Télégramme en deuxième titre à la une. La presse du jour. Réforme du système partisan. Le Bénin prend un autre rendez-vous avec l'histoire. Quotidien locaux et réforme du système partisan au Bénin. Les acteurs unis autour de Rumbedji pour trouver un consensus. La réforme permettra de limiter le marchandage politique, d'ici l'honorable Ake Natonde. Le progrès des centres sur les chantiers de protection des côtes, l'achèvement des travaux préoccupe le président Patrice Talon. Le challenge des centres du chef de l'État sur le site de construction des épines de Siafato à Akpakpa. Talon s'engage à lutter contre l'avancée de la mer et pose des jalons. Le challenge en deuxième titre à la une, poursuite judiciaire pour mal gouvernance au Bénin. Djenonté, Koutié, Djibril, Bako et Garba dans l'œil du cyclone. Le matinal, dossier d'État, la justice aux trousses de députés et d'anciens ministres. Nous passons au quotidien Le Matin, crise sociopolitique au Bénin, protestants et catholiques invitent au dégel. Le Matin en deuxième titre à la une, lutte contre la corruption sous la rupture. Chantal Djotodia salue le pragmatisme du président Patrice Talon. La boussole, décision de la levée d'immunité de 3 députés de la minorité parlementaire. Distraction aux volontés d'éliminer la concurrence politique. À lire dans les colonnes du journal à la page 5, la réaction de Valentin Agossou Djenonté. Le Clairon, durcissement des mouvements de débrayage des enseignants, les portes de l'école toujours fermées. Bénin intelligent pour finir. Sécurité routière vers la réduction des accidents liés au poids lourd. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Nous allons passer au bulletin matinal d'information, le temps de faire le tour de l'actualité nationale. Le 16 février 1785, le chimiste français Antoine Laurent Lavoisier organise à Paris une expérience qu'il vient de mettre au point, la décomposition de l'eau en oxygène et en hydrogène. Né le 26 août 1947 à Paris, Lavoisier est mort le 8 mai 1794. Bienvenue au bulletin d'information de ce 16 février. C'est officiel, la justice béninoise a saisi l'Assemblée nationale au sujet de 3 demandes pour décision de poursuite à l'encontre de Aboubakar Yaya, Fatoumata Amadou Djibril
Valentin Djenotin et Komi Koutié. En ce qui concerne le ministre Komi Koutié, la procédure a été initiée par la justice elle-même. En plus des demandes de poursuite, la justice a également saisi l'Assemblée nationale pour demander la levée d'immunité des députés Idrissou Bako et de Atao Renouko. Tous sont mis en cause dans des affaires judiciaires. La session hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi a approuvé un décret portant création d'un organe public ayant compétences techniques appropriées et la capacité organisationnelle pour les manifestations officielles et les événements culturels et sportifs. Suivons le ministre Joseph Diogbenou qui précise les missions assignées à cet organe. Décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale des manifestations officielles et des événements culturels et sportifs. Le rayonnement culturel et sportif de notre pays dépend, entre autres, de l'efficacité du cadre institutionnel mis en place. C'est pourquoi la création d'un organe public ayant des compétences techniques appropriées, la capacité organisationnelle et les moyens subséquents s'est avérée nécessaire. Cet organe prendra également en charge l'organisation des manifestations officielles. Ainsi, l'Agence nationale des manifestations officielles et des événements culturels et sportifs organisera les cérémonies officielles. Elle contribuera au plan culturel et sportif à accompagner la créativité contemporaine et stimuler l'éclosion des talents dans ce domaine. De façon spécifique, elle a pour mission l'organisation des manifestations officielles, l'organisation de tous les événements dans les secteurs des arts, de la culture, du sport et du tourisme, notamment les galas, festivals, concours de beauté, concerts, spectacles, matchs internationaux, etc. L'organisation des événements artistiques, culturels et sportifs innovants, la mobilisation d'appuis complémentaires auprès de partenaires privés. Aussi, dans l'exercice de ces missions, l'agence aura-t-elle des démembrements au plan national et une large couverture au plan international. En adoptant le décret, le Conseil a instruit le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, ainsi que les autres ministres concernés, de veiller à son application et à l'opérationnalisation diligente de la dite agence. Le transport par voie fluviale est une activité menée par des populations lacustres du Bénin. Au sud du Bénin, elle cache de nombreuses difficultés qui influencent la vie des acteurs du secteur. Bien que dérisoire, ce moyen de transport est emprunté par des usagers du marché international de Tokwa. Les piroguiers ont beaucoup de requêtes à l'endroit des autorités compétentes, mais sans organisation, ils n'ont pas de récompondant. Ils ont recours à l'entraide pour soulager leur peine. Ismaïla, un piroguier, résume leur quotidien. Suivons-le. Je suis piroguier habitant à Womekblon, dans la commune de Souava. Nous transportons les commerçantes au marché d'Antopa en aller et retour avec leurs produits. Nous transportons généralement la patate douce, la tomate, le piment. La traversée coûte 100 francs par passager. Il nous faut remplir la barque pour que le voyage nous soit rentable. Parfois, les dames refusent de payer la totalité du montant. Il nous est difficile d'affronter le vent. Les pièges des nasses, les filets mélopoconnus et les ordures qui jonchent la lagune rendent la navigation difficile en s'enroulant autour de la machine qui entraîne la barque. Nous avons une école chez nous, mais nous n'avons pas d'hôpital. Et la voie qui relie à Womekblon à la commune d'Akasato est très dégradée et abandonnée par les autorités. Du coup, quand nous avons des malades, il nous est difficile de les amener jusqu'au
jusqu'au centre de santé. Et parfois, ils sont trop fatigués et ils décèdent en route. Au Nigeria, pour enrayer les affrontements entre éleveurs et paysans et les attaques contre les communautés nigérianes par les milices armées dans les régions du Benue, de Tabara et de Nasarawa, les autorités ont lancé hier mercredi une opération militaire dans l'est du pays. Cette opération vise à mettre fin aux violences entre agriculteurs et éleveurs qui ont fait des centaines de morts ces dernières semaines. Selon Amnesty International, 168 personnes ont été tuées dans les affrontements intercommunautaires entre éleveurs et agriculteurs depuis le début de l'année, dont une centaine dans l'état du Benue. En Amérique latine, le président vénézuélien Nicolás Maduro a déclaré qu'il prendra bel et bien part au sommet des Amériques qui aura lieu les 13 et 14 avril prochains à Lima, la capitale du Pérou, malgré la mise en garde du gouvernement péruvien. Ils ont peur de moi, ils ne veulent pas me voir à Lima, qu'il pleuve, qu'il y ait des éclairs par les airs, par la terre ou par la mer. J'arriverai au sommet des Amériques à Lima avec la vérité du Venezuela, a déclaré le président socialiste lors d'une conférence de presse animée hier à Caracas, la capitale vénézuélienne, et retransmise en direct à la représentation vénézuélienne au Bénin. Le président Maduro, qui fait face à une fronde sociale conséquente de l'effondrement économique du pays pétrolier, réaffirme l'organisation des élections anticipées du 22 avril prochain. Il dénonce l'acharnement des États-Unis contre son pays et déclare qu'il est traité comme Cuba par l'exécutif américain. Le président vénézuélien dénonce l'instrumentalisation de certains de ses compatriotes et le gel des avoirs à l'étranger de ce pays pétrolier qui entraîne la pénurie alimentaire et médicaux dans le pays. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à Wesari TV. Merci à vous, Carles Kitoumé, pour la présentation de ce bulletin d'information. Vous restez à notre compagnie. Nous allons passer au débat sur Freematin. Le débat sur Freematin, Carles Kitoumé Kaderachiou, on va d'abord laisser Carles Kitoumé nous faire un commentaire par rapport à la conférence de presse hier donnée par le président vénézuélien. Oui, tout à fait. Hier, l'ambiance était émouvante à l'ambassade du Venezuela au Bénin, dans la mesure où les propos tenus par le président Maduro éveillent en nous quand même certains sentiments. Il nous a ramené un peu dans les souvenirs du président Kadhafi. Il nous a ramené un peu dans les souvenirs de Fidel Castro, parce que le discours qu'il tenait visait quand même à montrer à l'opinion publique qu'aujourd'hui le Venezuela, un pays très riche en ressources minières et surtout le pétrole, est un peu je ne sais pas, sur la braise, sinon un peu dans le viseur des États-Unis, dans la mesure où il paraîtrait que la plus grande société d'extraction du pétrole du Venezuela serait basée aux États-Unis et que les États-Unis, parce qu'ils ont essayé de racheter, que ça n'a pas marché, ont commencé à livrer une guerre au Venezuela. Une guerre qui fait qu'aujourd'hui, la fronde sociale elle est à son paroxysme. Et quand on suit dans les médias internationaux, quand même, le Venezuela ne donne pas une bonne image, pas du tout une bonne image. Il se dit que les sondages prouvent qu'il est à 75% détesté par son peuple. Mais lui, il estime qu'il se bat pour le peuple et il se sacrifie pour le peuple. Donc, il appelle tous les Vénézuéliens à le soutenir pour pouvoir quand même résister à cette fronde qui se fait grandissante. Et il a dit en substance qu'aujourd'hui, il y a une crise alimentaire, une pénurie alimentaire et des médicaments au Venezuela, mais que cette crise serait artificielle dans la mesure où il estime que c'est les Occidentaux qui ont mis en place un système avec quelques pays frontaliers et quelques Vénézuéliens instrumentalisés pour vider d'abord les magasins et bloquer les commandes des Vénézuéliens à l'entrée de leur pays, ce qui fait que le peuple souffre énormément. Et il en appelle aux pays africains à savoir quand même se prendre en charge, à s'éveiller, dans la mesure où si on avait su s'y prendre, ce qui est arrivé en Libye ne serait pas arrivé, que la Libye ne serait pas dans sa condition d'aujourd'hui. La Libye qui était un pays très riche, qui
accueillait beaucoup d'Africains et qui soutenait beaucoup d'autres pays. Donc, il nous a dit, il a expliqué quand même à l'opinion publique qu'il fallait regarder les choses autrement et soutenir le peuple vénézuélien. Et lui, il dit qu'il vaut mieux qu'ils aillent aux élections le 22 avril prochain pour relancer leur pays. Donc, c'est quand même un discours revendicateur, un discours quand même qui tient à remettre ce pays et sur les selles. Et je pense qu'on a quand même à y regarder un peu. C'est vrai que nous sommes là, on se dit qu'on n'est pas puissant, mais quand c'est les autres qui décident pour vous, ce n'est jamais pareil. Je pense que si le Venezuela avait les mêmes moyens de communication que les États-Unis ou l'Union européenne, on aurait peut-être une autre opinion de tout ce qui se passe là-bas. Mais étant donné que nous n'avons accès qu'à ces médias, il nous est difficile de prendre la juste mesure des choses. Et il nous dit que tout ce qui est fait, c'est comme peut-être pour faire du Venezuela un Irak, ou en fait un pays où la désolation est totale, tout juste parce que lui il est au pouvoir et qu'on veut qu'il parte. Et il dit qu'on ne peut pas intimer des autres au Venezuela. On ne peut pas demander aux Vénézuéliens d'aller aux élections en décembre, alors que lui pense que c'est en avril que ça serait fait. Donc c'est un sursaut. Il demande quand même un sursaut d'orgueil et il a prouvé que le Venezuela offre des bourses à des Béninois, à des Africains qui vont se faire former presque gratuitement. Et donc c'est quand même un peu pour établir l'équilibre dans la communication qui est faite aujourd'hui. Vraiment, je pense qu'il faut y regarder de près par patriotisme. Merci à vous, Carles, qui est maintenant un peu plus compris cette conférence de presse donc, du président vénézuélien hier. Nous revenons donc au Bénin pour parler des dérives qui s'observent de plus en plus dans la presse béninoise. Les dérives sont monnaie courante aujourd'hui. Depuis l'avènement des réseaux sociaux dans la propagande communicationnelle, depuis que le thème activiste a quand même sa valeur au Bénin, on observe beaucoup de dérives. On ne reconnaît plus, on n'arrive plus aujourd'hui à distinguer les journalistes des journaleux, les journalistes des activistes, les journalistes des arrivistes et des journalistes des partisans. Je prends le simple cas du congrès de FCBE à Parakou. Avant même que les professionnels des médias qui étaient sur le terrain, avant même qu'ils puissent même retransmettre en direct ce qui se passait, il y avait déjà des gens qui n'ont eu aucune formation au journalisme. Avec le smartphone, on dit qu'ils ont une page. Et parfois, vous voyez ces gens vont émarger même plus que vous. Parce que au moment où vous rentrez peut-être pour aller traiter l'élément, ils ont déjà sur leur page, leur soi-disant page, on appuie juste comme Facebook ou YouTube le disent, direct. Et ils appuient là, ils prennent notre smartphone et ils prennent la vidéo, ce qui doit être dit. Et automatiquement, c'est fini, ils balancent en ligne. Le temps que vous êtes avec votre caméra, votre trépied, votre micro, vous filmez, vous allez dire, bon, il faut traiter professionnellement. Eux, ils ont déjà fait. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de professionnalisme dans le traitement de l'information. Parce que le journalisme, il y a la collecte, il y a le traitement avant la diffusion. Eux, ils ne font que... c'est-à-dire, c'est tel prix, c'est tel diffusé. Il n'y a pas de traitement à leur niveau. Et là, le cas est encore plus criard, c'est au niveau de l'intoxication. Vous voyez des gens qui se disent journalistes, parce qu'ils s'appellent journalistes, parce qu'ils sont promoteurs d'organes, qui informent d'une manière pas très orthodoxe. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, dès qu'ils ont une rumeur, vous le voyez le lendemain à leur journal, à la une de leur journal, vous prenez le journal en question, qui n'existe d'ailleurs nulle part sur support papier, peut-être en ligne, de façon électronique, vous allez lire sur le site de ce journal, vous allez lire un article plat. Un article plat parce que l'article n'a d'abord rien de déontologique d'abord, et ce qui est dit au niveau de la titraille est en déphasage avec le contenu. Vous sentez quand même un errement au niveau de cet article. Et ces journaux en sont monnaie courante aujourd'hui. Nous avons près de 200 journaux qui paraissent au Bénin. Il y en a qui paraissent régulièrement. Oui, j'en viens. Il y en a qui paraissent quand il y a un gombo, comme on l'appelle dans le jargon. Il y en a qui paraissent quand il y a un partisan ou un copain ou un coquin qui veut peut-être avoir une activité politique. Et je crois qu'on ne peut pas tout le temps rester dans cela. C'est là où peut-être les réformes vont peut-être amener à assainir la corporation. Mais est-ce qu'on ne verra pas également dans cet assainissement de la corporation une autre main invisible du gouvernement à vouloir contrôler la presse? Parce que c'est là où se situe réellement le problème. On a comme l'impression, comme l'a dit quelqu'un la dernière fois, que vous, votre métier, on a comme l'impression que dès qu'on a le baccalauréat ou la licence et qu'on n'a pas encore un emploi et qu'on sait un peu écrit, il faut venir s'y jeter aux journalistes. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. L'ODEM a effectué un communiqué dans ce sens. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication doit prendre doit prendre cette disposition, doit essayer de réglementer, encore qu'à ce niveau,
quand la HAC décide, est-ce qu'aujourd'hui la HAC a le pouvoir ou a peut-être les compétences pour pouvoir peut-être arrêter des gens sur les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce véritable phénomène qui porte à tête à l'honneur des gens. Vous allez voir des gens qui, pour diffamer quelqu'un, même si on sait que ce test, on ne peut pas le faire passer dans un journal parce que la HAC est sanctionnée, automatiquement, on se met sur un réseau social, plus vite, hein? Surtout sur WhatsApp, aujourd'hui, le plus visité, automatiquement, on met le test. Et ne vous en faites pas. C'est là où quelqu'un me disait la dernière fois que moi, pour communiquer, par exemple, avec 10 000 francs ou 5 000 francs, il a fini de communiquer parce que je rédige mon test, j'envoie 5 000 francs à quelqu'un pour qui me partage ça juste dans 2 groupes. Et la maladie commence. Il y a des gens qui sont dans les forats et eux, ils n'ont pas de choses à faire. Partager. Et quand ça se passe comme ça, on dit, les populations sont désinformées. Dans ce pays, on a eu à apprendre que telle personne est décédée, on a eu à apprendre que telle personne est arrêtée, on a eu à apprendre que telle personne est à la BEF, à tel enseigne que même le journaliste parfois même devient embrouillé dans la vraie source d'information parce que même quand il va à la source et on l'informe, il se dit mais je viens de voir tout de suite telle chose et on a même signé telle. Et ce qui est encore dramatique, c'est que vous allez voir des posts qui sont rédigés par autre personne, mais ils ont le culot même ou l'outrudance d'aller même signer ce post avec le nom de quelqu'un. Je vois peut-être un post où on me met peut-être c'est que Nadège Diwan à Zaire TV, on dit que voilà, SOS Zaire TV assis et on met source Nadège Diwan, ou bien on met directement Nadège Diwan comme c'est Nadège Diwan qui a écrit, alors que l'intéressé n'a même pas, même pas au pays. Donc je pense qu'il faut qu'on essaie de réglementer cela, mais je pense que ça ne part pas d'un organe de régulation, non. Mais ça part d'un travail de conscience au niveau des différentes composantes, au niveau des Béninois en leur complet, parce que ça ne sert à rien de vouloir tout le temps inciter les gens. Parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, le danger, c'est qu'on n'appelle pas l'apaisement. On incite les gens. On veut faire montre de ce qui n'est pas. Et il faut travailler également à une presse libre. Parce que c'est parce que la presse n'est pas libre. C'est parce que le peuple béninois estime. Et certains citoyens estiment que la presse n'est pas libre et que la presse leur cache certaines choses qui font qu'eux aussi se mettent aujourd'hui avec leur smartphone et essaient de filmer des choses de bout en bout pour diffuser, pour dire... Parce que pendant longtemps, peut-être les médias classiques ont frustré les populations. Alors, Localès qui tombe, de plus en plus, la poubelle virtuelle et en greffe est en train de prendre le dessus sur le métier du journalisme. Compliqué à réglementer, tout ça? Compliqué à réglementer, oui, parce qu'il faut de l'équipement pour le faire. Et je sais que notre pays n'est pas à la pointe de la technologie. Et alors qu'il y a des appareils qui viennent dans ce pays qui sont de dernière génération, qui échappent complètement au contrôle de ce qui existe. Mais le vrai problème, au-delà de la technologie, il faut avouer que c'est dans la tête que ça se passe. Dans la tête parce qu'on s'est habitué à ne pas être professionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ici au Bénin, dès qu'on a un peu fréquenté, on pense qu'on peut tout faire. Vous savez, même quand vous allez dans les ministères, il y a des gens qui sont formés pour telle chose, mais qui viennent faire un autre métier. Ils essayent de s'adapter. Mais quand c'est fait comme ça, c'est qu'on n'a pas le b.a.-ba du métier. On ne connaît pas les vrais ressorts du métier. On y est et il y a de petites bases fondamentales qui vous font défaut. Et quand vous ne faites pas vite de les rattraper, vous devenez un danger pour la société. Que vous deveniez enseignant après avoir fait une licence peut-être, je ne sais pas, en biologie, et qu'on vous met là, professeur de sciences physiques, vous voyez un petit souci. Et quand on ne prend pas le temps de vite se mettre au pas, on est un mauvais professeur à vie. On abrutit les enfants. Et c'est pareil dans toutes les disciplines. Et surtout en matière de presse, c'est dangereux parce que la presse a une fonction... En fait, c'est très rapide ce qui se passe à la presse et ça peut changer le cours des choses. Et donc, quand on a... D'abord, il y a eu des gens qui sont dans ce métier, qui sont des journalistes, qui en ont fait juste un business. C'est-à-dire pas de professionnalisme. Tant que je peux y gagner de l'argent, je fais ce que je veux. J'écris sur qui je veux pour l'inciter à me donner de l'argent. J'écris contre telle personne parce qu'on m'a donné de l'argent pour le faire. Et on fait tout pour que les journalistes n'aillent pas en prison pour les crimes, surtout quand ils ont écrit les crimes de presse. Et quand on est dans cette dynamique, ça pose un petit problème. Et ça manque le sérieux. Vous avez lu le code de l'information et de la communication. Il a été dit dans le code que les grogneurs sont des journalistes. Donc la confusion elle est totale et générale. C'est même pas au niveau seulement du peuple, mais c'est au niveau des autorités. Si les députés ont pu voter une loi pour dire que des grogneurs sont des journalistes, je crois que c'est eux qui ont ouvert la voie à ce qui se passe. C'est eux qui ont vraiment crédibilisé ceux qui le font. Et je pense que c'est à eux de faire une nouvelle lecture de notre code de l'information et de la communication.
remettre les pendules à leur place et que le code sur le numérique soit vraiment vulgarisé pour que les gens sachent qu'ils sont responsables de ce qu'ils écrivent. Et à partir de là, avec un peu d'éducation, je crois qu'on pourra arrêter la saignée en attendant de penser régler véritablement ce problème. On va pas quand même se cacher derrière les réseaux sociaux, parce qu'avant les réseaux sociaux, le problème existait en journalisme. Non, mais je l'ai dit, les gens créent des organes de presse tout juste pas business, parce que tel politicien... Bon, regardez un peu la configuration de la presse béninoise. La plupart des journaux, je ne veux pas donner de pourcentage, mais ont été créés avec les financements des hommes politiques. Mes patrons sont là, on peut me regarder droit dans les yeux, ils comprendront ce que je suis en train de dire. Tous ont pris de l'argent à un politicien pour mettre en place un organe de presse qui a été un instrument de propagande pour ce politicien jusqu'au moment où ce politicien n'a plus les moyens de financer. Et c'est seulement en ce moment que l'organe de presse commence à voler de ses propres ailes. Et comment ils volent de leurs propres ailes? C'est de s'accrocher à un autre politicien ou au pouvoir en place qui met de l'argent. Et donc eux-mêmes, ils n'ont jamais été libres véritablement. Et tous, pour la plupart, sont venus sans avoir été vraiment formés pour ça. Et donc déjà, c'est dès la base qu'il y a eu un problème. Mais depuis une dizaine d'années, il y a des écoles de journalisme qui sont là. Et quand on enseigne aux gens, il est important que la déontologie soit mise en avant. Qu'on puisse dire aux gens, c'est vrai, le métier c'est ci, mais c'est ça le vrai métier. Quand vous ne faites pas ça, vous n'êtes plus journaliste. Si les patrons peuvent avoir la sincérité d'avouer tout ce qu'ils ont fait et de dire ce qu'on a fait, ce n'est pas bien. Si vous vous comportez comme ça, nous risquons de détruire notre pays. Je crois que dans ça le futur, le métier risque encore d'être plus clochardisé parce qu'on observe des comportements qui sont pas quand le patron estime qu'il s'est enrichi dans la presse, et que vous allez voir un peu son parcours, et vous venez avec un parchemin, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas en arriver là si vous suivez la droite, mais ça pose un problème. Donc il faut vraiment un problème de conscientisation, sinon on n'y arriverait pas. Pour finir je dirais que ce caractère hétérodoxe puise sa légitimité de cette acquaintance entre les journalistes et le politique, comme l'a peint mon vis-à-vis tout à l'heure. Je dirais plus loin, je serais beaucoup plus assez pour dire qu'aujourd'hui, nous n'avons presque pas d'organes de presse. La plupart de ce que nous avons sont des moyens de communication. Parce que quand vous voyez la manière ou le procédé à travers lequel les uns et les autres vont à la quête de l'information, vous mettez en question de savoir, vous êtes en position de savoir est-ce que c'est du journalisme que l'on fait ou bien on est là pour la communication ou on est là pour des intérêts partisans. Parce que quand vous voyez des organes qui ne relayent que des informations d'un côté, quand vous voyez des organes qui ne communiquent, je parle de communication parce qu'ils n'informent que des informations liées à un côté donné, alors que le journaliste doit être neutre dans son rôle d'informer la population, même si, comme on le dit, le commentaire, les faits sont sacrés, mais le commentaire est libre. Il faut quand même donner l'information d'abord. Mais vous allez voir des organes qui ne vont jamais peut-être vous dire que le congrès de FCBA a tenu, par exemple. Vous allez voir des organes qui ne vont jamais vous dire, par exemple, que le président Patrice Talon allait visiter les travaux hier. Alors, comment on peut quand même dire qu'il n'y aura pas de dérive dans le pays? Et quand ce sont les aînés qui sont censés donner l'exemple, qui se lancent dans ce clientélisme, qui se lancent quand même dans cette manière ou de cette manie assez déplorable de pouvoir louer le politique, de pouvoir prendre le politique comme un dieu, comme quelqu'un qui peut tout faire. Certes, on a besoin des moyens, on a besoin de moyens financiers pour pouvoir financer son organe, mais je pense qu'il faut beaucoup plus travailler à un moyen de pression de façon unanime et avec des actions synergétiques à pouvoir obliger l'État central à augmenter la cagnotte d'aide d'État à la presse. Je pense que c'est à ce niveau donné qu'on pourra essayer quand même de pouvoir avoir une autonomisation de la presse pour qu'à ce niveau on puisse le faire. Mais au niveau de l'État de la presse aussi, est-ce que l'État va dire qu'il va appuyer peut-être 200 journaux? Est-ce que l'État va dire quel est le problème? Où se situe le problème? Parce qu'il faut quand même une thérapie aujourd'hui. Où est le problème? Qu'est-ce qui amène peut-être X ou Y à quitter tel organe après avoir peut-être 10 ans dans l'organe, a dit qu'il veut lui-même créer son journal? Qu'est-ce qu'il amène à le faire? Tout le monde a envie d'être patron. Alors comment ôter à tout le monde ou à monsieur tout le monde l'envie d'être patron? Est-ce qu'il ne faut pas augmenter les salaires? Est-ce qu'il ne faut pas augmenter les salaires? Ça part de là également. Quand le journaliste se voit peut-être être là dans un métier en train de gagner tel salaire, pendant que pour le travail qu'il allait faire, l'organe gagne tel salaire et que c'est le patron. L'organe a des charges, mais pendant ce temps, le patron défile en voiture de luxe, le patron construit des maisons R+4, R+5, et que lui-même veut essayer quand même, au moins tout au moins, de s'acheter peut-être une Rollo R11 au moins, même s'il n'est pas dans la mode aujourd'hui, dans les véhicules aujourd'hui, d'acheter peut-être une petite voiture. Alors à ce niveau donné, il faut penser que lui aussi a une famille, il faut revoir les conditions de travail et tout ça. Je pense que c'est à ce niveau donné qu'on pourrait être unanime, pour être pour pouvoir peut-être... Merci à vous, Kader Achibou. C'était le débat sur Frématé. Nous passons au sport avec Laria Sadia Bello.
Les sports, bonjour. Bonjour Nadège. La première journée dans le groupe B s'est déroulée hier. Nous parlons de la Coupe de l'UFOA Dame, zone B. Donc la première journée au Parc des Sports à Abidjan. L'apprentissage a été plutôt difficile pour les éperviers du Togo face au Sénégal. Dans l'autre match, l'expérience nigériane a eu raison des Valiant Aiglons. Nous sommes au Mali. Les éperviers dames du Togo se sont lourdement inclinés face aux Lions de la Teranga, 0 but contre 6. Tandis que dans le duel des aigles, ce sont les Super Falcons du Nigeria, les reines d'Afrique en matière du football féminin, 10 fois championnes d'Afrique, qui se sont imposées face aux Aiglons du Mali sur le score d'un but à 0, but inscrit à la 94e minute. Rappelons que le Mali a remplacé le Bénin qui s'est désisté à 2 jours du coup d'envoi du tournoi. Ce vendredi, Ghana, Niger et Côte d'Ivoire, Burkina sont les matchs de la deuxième journée dans le groupe A. L'agenda du week-end à présent avec l'Assemblée Générale élective, donc à la FBT, à la Fédération béninoise de tennis de table. Oui, les associations affiliées à la Fédération béninoise de tennis de table vont élire demain samedi les nouveaux membres du comité exécutif de la Fédération pour les 4 prochaines années. 3 candidatures sont enregistrées au poste de président. Il s'agit de Ferdinand Sounou, le président sortant, de Serge Trinité Soglo, l'ancien CA du 13e arrondissement de Cotonou, et de Christian Paulin da Silva. Cette assemblée générale élective va se dérouler au siège du Comité national olympique et sportif béninois, 6 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Pour finir avec l'agenda sportif du week-end, le porte-étendard du judo béninois Celtus Dossuovo affûte ses armes en prélude au démarrage des qualifs pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo en 2020. L'athlète qui réside depuis quelques années en Hongrie va participer à partir de ce samedi à l'Open européen de Oberwald en Autriche. 323 judokas de 43 pays des 5 continents sont attendus à cette compétition. Pour rappel, Celtus a représenté le judo béninois au dernier JO à Rio en 2016. Il a été éliminé au second tour de cette compétition. Merci à vous, Larios Adjak Benon, pour ces informations sportives. On va essayer de suivre tout ça de très près pour vous faire un compte rendu fidèle. Oui. D'ici lundi sur Frématin. Merci. Oui, absolument. À vous. Merci donc pour l'attention. C'est la fin de Frématin, une émission que nous avons beaucoup de plaisir à vous présenter. C'est également le dernier numéro pour le computer de cette semaine. On va se retrouver donc le lundi matin avec le même plaisir pour vous présenter un nouveau numéro d'émission. Merci de nous rester fidèles. Portez-vous bien.